à tous et encore désolé pour ce petit contretemps, mais vous allez voir, vous n'allez pas regretter d'avoir insisté et persisté pour nous rejoindre. Et donc, nous allons échanger aujourd'hui sur la constipation dans la pratique officinale. Donc, slide suivante, Arnaud, s'il te plaît. Donc, pourquoi un sujet tel que la constipation qui n'est pas forcément un sujet glamour, hein, on peut le concéder, mais ce qu'on veut vous montrer, c'est que la constipation, ça a un impact sur la vie de nos patients, de nos clients, et que l'idée, c'était de pouvoir vous faire toucher du doigt l'impact que ça peut avoir et qu'on est peut-être parfois un petit peu loin de la bonne pratique et qu'on a tendance parfois à utiliser des outils ou des recommandations qui ne sont pas forcément les bonnes et que ça peut amener à, un confrère disait, vouloir tuer un moustique avec des boulets de canon. Donc, on va un petit peu appréhender toute cette problématique de sorte que demain, au comptoir, quand vous aurez ce genre de demande, vous soyez un petit peu plus dans les clous et dans ce qu'attendent de nous, notamment les gastros. Et pour cela, on a eu la chance d'avoir Véronique Vitton, donc pas en direct parce que malheureusement, elle n'était pas disponible, mais elle a accepté d'enregistrer donc une vidéo pour cet atelier. Elle est hépatogastro à l'hôpital Nord de Marseille et elle dirige une unité d'exploration fonctionnelle digestive. Donc, vous verrez que l'enregistrement est très riche d'informations. Et puis, bien évidemment, comme c'est la marque de fabrique de la SFSPO de ce congrès, on voulait également que ce soit très pratique, avec donc un retour d'expérience de choses qui ont été faites au niveau de la SFSPO. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Arnaud Daguet, qui est pharmacien d'officine et qui est installé pas loin de Tours. Diapositive suivante. Donc, pourquoi la constipation? La suivante, merci Arnaud. C'est que, outre le fait que c'est un sujet qui a un impact sur le quotidien des patients, en termes de chiffres, ce n'est pas non plus négligeable puisque c'est un marché qui est relativement stable et qui se découpe finalement en prescription et en automédication ou médication familiale. Et on voit bien que les chiffres ne sont pas tout à fait identiques en fonction de s'il s'agit d'une prescription ou d'une demande spontanée. Quand on regarde le marché de la prescription, eh bien, si on parle médicaments, ce qui arrive en tête, ce sont les laxatifs osmotiques qui sont principalement prescrits par les médecins généralistes ou spécialistes. Puis ensuite, les laxatifs de l'Est, alors on vous rappellera tout ça, et ensuite l'administration rectale. Inversement, si l'on parle du marché de l'automédication, eh bien, en volume, l'administration rectale reste le mode d'administration leader, le conseil leader dans l'OTC. Ensuite arrivent les laxatifs stimulants, puis enfin les laxatifs osmotiques. Donc, c'est peut-être là qu'il y aura un vrai repositionnement à avoir et cet atelier permettra peut-être de remettre les choses un petit peu dans le bon ordre. Diapositive suivante. Donc, lorsqu'on parle, et si on en parle, c'est qu'on pense qu'il y a un intérêt de constipation, comme tous les autres médicaments de médication familiale, eh bien, il faut essayer de construire un parcours, une approche pluriprofessionnelle collaborative. L'idée étant d'optimiser cette prise en charge officinale de l'adulte atteint de constipation occasionnelle jusqu'à la réorientation éventuelle vers un spécialiste, même si normalement cette réorientation doit se faire par le médecin généraliste, mais le pharmacien, les équipes officinales sont également là pour passer des messages à ce sujet. Alors Arnaud, c'est toi, je vais te passer la main parce que tu as participé à un certain nombre de groupes de réflexion sur cette prise en charge et notamment au niveau de la SFSPO où nous avons initié ce travail en partenariat d'ailleurs avec les laboratoires Ipsen, que je remercie puisqu'ils sont partenaires de cet atelier et que grâce à eux, on a pu commencer à construire un certain nombre de choses. Diapositive suivante. Donc Arnaud, je te donne la main.
Alors, merci Béatrice pour cette belle introduction et puis bonjour à tous et à toutes. Donc pour revenir sur les travaux qui ont été effectués en partenariat avec le laboratoire Ipsen et la SFSPO. Donc les travaux ont été amorcés au mois de mars de cette année et le but était de réfléchir sur la prise en charge officinale de la constipation. Et pour ce faire, a été réuni 5 professionnels de santé, le professeur Viton, dont on a parlé préalablement et dont on écoutera le topo qui est très bien fait par la suite, un médecin généraliste et 3 pharmaciens d'officine dont je faisais partie. Et en fait, il y avait 2 axes de réflexion. Le premier, c'était l'état des lieux des pratiques officinales, comment chaque officinal faisait dans sa propre officine, avec des pratiques parfois disparates. Et le deuxième axe, c'était d'identifier les besoins des professionnels de santé. Alors, on avait la chance d'avoir des médecins généralistes et un gastro-entérologue, et de savoir quand est-ce qu'il faut qu'on réoriente, quels sont les signes d'alarme à avoir au comptoir pour pouvoir vraiment réadresser à d'autres professionnels de santé. Et donc là, on s'est rendu compte vraiment, on le savait déjà au préalable, mais là, on s'est vraiment rendu compte que la constipation occasionnelle était vraiment un sujet qui se prêtait à l'exercice coordonné. Et donc, pour ce faire, on a vu un double intérêt pour la profession. Donc, tout d'abord, évidemment, l'harmonisation de la pratique officinale. Ça, c'est vraiment fondamental, qu'on ait un petit peu tous les mêmes façons de faire, et notamment en cas de dispensation de médicaments lors d'une demande de conseil contre la constipation. Et le deuxième axe, c'était vraiment l'optimisation de la prise en charge grâce à un exercice coordonné, notamment avec les autres professionnels de santé, d'autant plus si on travaille dans des réseaux de soins ou des CPTS et autre chose, et j'y reviendrai par la suite. Donc vraiment, la question était, mais alors pourquoi faire un symposium sur la constipation? Et donc, on s'est posé la réflexion sur les pratiques officinales. Alors, trois points. Tout d'abord, on s'est demandé, est-ce que mes connaissances sont suffisantes pour répondre à toutes les demandes de conseil, à la fois spontanées, lors d'une demande de laxatif spontané au comptoir, mais aussi lorsqu'on a une ordonnance avec plusieurs laxatifs. Le deuxième point, c'est en tant que pharmacien, quand est-ce que je dois réorienter mon patient vers son médecin généraliste, voire vers son gastro-entérologue. Et là, je pense que c'est fondamental. Et on verra par la suite vraiment les points où on doit passer la main. On doit avoir un signe d'alerte et on doit dire là, c'est plus de mon ressort, il faut que je passe la main. Et le troisième point, c'est quels sont mes outils à ma disposition en officine, de manière simple, pratique, ludique des fois, parce qu'il faut vraiment aborder cette chose de manière décomplexée au comptoir pour améliorer mon conseil. Donc, cette présentation va se dérouler en 4 temps. Tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel sur les différents types de laxatifs. Vous les connaissez sûrement. Béatrice en a parlé en introduction et le professeur Viton y reviendra sur les indications. Le deuxième point, on va faire un état de nos connaissances sur la constipation. Et là, on vous fera participer avec un petit quiz flash de 3 questions pour savoir quels sont vos niveaux de connaissances sur la constipation. Troisième point, on fera des cas de comptoir parce que ça, c'est vraiment fondamental. On va mettre en pratique les connaissances qu'on aura acquises durant cette présentation sur 3 cas pratiques que tout le monde a rencontrés. Un premier cas qui est la voyageuse qui part, qui a besoin de laxatif parce que pendant son voyage, elle est régulièrement constipée. Le deuxième cas de comptoir, ça sera la jeune femme, une quarantaine, une 50 d'années, qui est constipée et qui vient demander de manière spontanée un laxatif au comptoir. Et le troisième cas de comptoir que vous avez tous rencontré également, c'est une personne âgée qui a de multiples laxatifs sur son ordonnance et qui est toujours constipée malgré son traitement. Et nous terminerons par la présentation d'outils pour une meilleure prise en charge de la constipation en officine. Donc, on vous montrera. Il y a des petits outils simples pour vraiment aborder de manière facile un patient qui vient demander des laxatifs. Donc, commençons tout d'abord par les différents types de laxatifs. Donc, les différents types de laxatifs, il y en a 5 au total. Alors, je les ai pris dans l'ordre.
Le premier, c'est les laxatifs osmotiques. Alors, les laxatifs osmotiques de type lactulose, de type macrogol, leur mode d'action, c'est ramollir les selles par un appel d'eau dans l'intestin. Donc, ces substances, elles ont un mode d'action purement physique. Elles ne sont pas absorbées par l'organisme et sont excrétées sous forme inchangée. Le deuxième type de laxatif, c'est les laxatifs de l'Est. Alors, eux, leur mode d'action, c'est une modification de la consistance des selles. Donc, elles contiennent des mucilages, des fibres alimentaires qui permettent d'avoir des selles plus volumineuses et plus molles. Leur effet débute généralement 48 heures après la prise du traitement. Le troisième type de laxatif, c'est les laxatifs lubrifiants, donc qui contiennent de la paraffine. Leur mode d'action est simple, ils agissent en facilitant l'émission des selles à l'aide de corps gras, donc évidemment la paraffine. Alors attention, un petit point, leur utilisation prolongée peut réduire l'absorption de certaines vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Et ces laxatifs, donc qui associent de la paraffine, peuvent être retrouvés dans de nombreuses associations avec d'autres laxatifs, type laxatifs de l'Est, osmotiques ou stimulants. Le quatrième laxatif, c'est les laxatifs stimulants, justement, qui, eux, augmentent la motricité de l'intestin. Alors attention, leur utilisation doit être brève, pas plus de 8 à 10 jours, parce qu'on a des risques de dépendance et de troubles intestinaux qui peuvent être assez importants. Ils sont déconseillés chez la femme enceinte. Et le cinquième type de laxatif, c'est les laxatifs qui sont utilisés par voie rectale. C'est les laxatifs dits les laxatifs de contact. Et eux, leur mode d'action, c'est vraiment l'expulsion des selles par contraction du rectum. Pas d'utilisation prolongée, car ça risque d'entraver le réflexe normal de contraction du rectum. Donc là, je vous ai fait un petit rappel que vous connaissez, que vous savez déjà, mais ça permet de resituer les différents types de laxatifs et quand les conseiller au bon moment lors de situations au comptoir. Donc maintenant, on va faire un petit point sur l'état des connaissances et sur l'état de vos connaissances sur la constipation. Et pour ceci, on va vous poser 3 petites questions dont je vous invite à participer. Elles vont s'afficher sur vos écrans et je vais vous les lire et on va vous laisser le temps d'y répondre. Puis, on vous passera la présentation du professeur Viton. Et après sa présentation, on étudiera et on regardera ensemble les résultats qu'on confrontera à une étude qui a été menée par la SFSPO que Béatrice vous présentera. Donc, je vais vous lire les questions et je vais vous laisser le temps d'y répondre. Donc, première question sur la constipation. Donc, dans la population générale, à votre avis, quel est le pourcentage de patients atteints de constipation? Moins de 5%, entre 5 et 10%, entre 10 et 20% ou entre 20 et 30%. Donc, je vous laisse une dizaine ou une quinzaine de secondes pour répondre. Deuxième question. D'après vous, combien existe-t-il de constipation? Un type de constipation, 2 types, 3 types, 4 types ou 5 types de constipation? Et dernière question, utilisez-vous ou plutôt connaissez-vous l'échelle de Bristol? Alors, je vous remercie de votre participation. Nous allons pouvoir passer à la présentation du professeur Viton et à ses recommandations sur l'utilisation des laxatifs dans la prise en charge de la constipation.
Bonjour à tous, je suis Véronique Vitton, je suis gastro-entérologue au CHU de Marseille où je suis responsable d'une unité d'exploration fonctionnelle digestive qui prend en charge l'ensemble des pathologies fonctionnelles, que ce soit le reflux, la constipation, l'incontinence et tous les troubles de type syndrome de l'intestin irritable. Alors aujourd'hui, c'est malheureusement une présentation à distance pour des raisons de contraintes d'agenda, mais j'espère néanmoins vous faire part de l'intérêt de cette pathologie qu'est la constipation qu'on rencontre nous énormément en consultation, mais pour lesquels vous êtes sûrement très sollicité au comptoir. Est-ce que c'est fréquent la constipation? Eh bien oui, c'est 10 à 20% de la population. C'est un symptôme qui est souvent banalisé, sûrement trop, à la fois par les patients, parce qu'on considère quasiment que ce n'est pas une pathologie, que c'est normal d'être constipé, surtout lorsqu'on est une femme. Et puis, c'est malheureusement souvent encore plus banalisé par les professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens. C'est un trouble fonctionnel qui n'est donc pas considéré comme une maladie, ce qui est un tort, qui suscite plus l'intérêt du soignant, mais surtout qui va retentir de manière très significative sur la qualité de vie, avec en consultation des patients qui nous racontent vraiment à quel point ils réduisent leurs sorties, leurs activités sportives et puis sociales. Ce qui est important de comprendre avant toute prise en charge et tout conseil, c'est le fait qu'il y a deux mécanismes à la constipation. Alors, je vous précise tout de suite qu'on parle de constipation idiopathique, parce que la constipation peut quand même révéler des pathologies graves, des cancers, des problèmes thyroïdiens, des problèmes métaboliques. Donc, on parle uniquement de constipation idiopathique, c'est-à-dire sans cause pathologique associée. Donc, je vous disais, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a deux mécanismes. La constipation de transit, qui correspond à un ralentissement de la motricité dans le côlon, donc les selles vont stagner dans le côlon, et une constipation distale ou terminale ou d'évacuation. Le terme technique est également dyschésie, ça veut dire exactement la même chose. C'est une difficulté à l'évacuation des selles. Les patients vont décrire des efforts de poussée, alors que le rythme des selles paraît satisfaisant, et ça, c'est une notion très importante. Ça veut dire qu'on peut aller tous les jours aux toilettes, quotidiennement, mais faire des efforts inconsidérés et ne pas être satisfait par cette défécation. Les patients décrivent souvent également une sensation d'évacuation incomplète, avec l'impression de ne pas avoir totalement évacué le contenu rectal, et puis parfois la nécessité de recourir à des manœuvres digitales, qu'elles soient endo-anales ou parfois endovaginales dans certaines anomalies anatomiques, comme la rectocèle, qui est un trouble fréquent chez les femmes qui ont eu des enfants. Et puis il est important de comprendre aussi que souvent ces deux mécanismes sont impliqués, puisque si on n'évacue pas très bien les selles, eh bien, le transit va se ralentir. Si le transit se ralentit, les selles se déshydratent, puisque le côlon, en plus de son rôle moteur, a un rôle de réabsorption de l'eau, pas des nutriments, mais de l'eau. Et cette constipation de transit va induire des selles de plus petite taille qui sont plus difficiles à évacuer. Et c'est ainsi un cercle vicieux qui est important de comprendre. Alors, est-ce qu'il y a des populations plus touchées? Ça, on le sait, évidemment, c'est plutôt les femmes qui sont touchées par la constipation, essentiellement pour des raisons hormonales. Il y a énormément de récepteurs hormonaux dans le tube digestif, et puis surtout pour des causes périnéales. On sait que l'accouchement est un vrai traumatisme pour le périnée, même dans les meilleures conditions, qui va entraîner des atteintes neuropathiques, neurologiques du périnée et des troubles de la statique pelvienne, notamment anatomiques. Tout ça va concourir à l'installation d'une constipation qui, là aussi, n'est pas souvent prise en charge en postpartum parce qu'on a souvent d'autres préoccupations. Les perturbations émotionnelles, le stress, la fatigue, tous les changements, qu'ils soient d'alimentation, de rythme de vie, de perturbations du sommeil, peuvent favoriser une constipation, mais plutôt aiguë dans ces cas-là. Et toutes les tranches d'âge sont concernées. Ça peut concerner l'enfant aussi, bien entendu, mais aussi donc, chez l'adulte. Ça peut concerner toutes les femmes. Alors, il y a un pic vers 40-50 ans, vraisemblablement, là encore, parce que les suites de l'accouchement et toutes les séquelles ou les conséquences plutôt des troubles de la statique pelvienne vont se majorer avec le temps, avec en plus un facteur supplémentaire qui est la ménopause. La constipation d'évacuation a une particularité, c'est qu'elle peut être observée dans certaines situations cliniques particulières, notamment des maladies neurologiques, sclérose en plaques, blessés médulaires, maladie de Parkinson. Il a été démontré dans la littérature qu'au moins 50%, au moins, des patients neurologiques
ont une constipation avec des troubles de l'évacuation, entre autres. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que dans ce contexte-là, la constipation peut aggraver le handicap parce que les patients parfois refusent d'aller en centre de rééducation parce qu'ils sont préoccupés par leur transit et que ça a des conséquences bien au-delà d'avoir un trouble du transit. La constipation peut être associée à des mauvaises habitudes aussi, cette constipation d'évacuation, le fait de pousser énormément. Il y a une tradition en France qui fait qu'on doit avoir un périnée musclé, c'est ce qu'on apprend aux femmes qui vont accoucher. La réalité, c'est qu'il faut avoir un périnée qu'on maîtrise et qu'on est capable de relâcher lorsqu'on va aux toilettes. Donc, il y a souvent peu de traitements parce que c'est banalisé. Et le risque, et ça c'est vraiment important, c'est une notion fondamentale, c'est que le risque d'une constipation d'évacuation qui va être à l'origine d'une neuropathie d'étirement est un risque d'incontinence anale. Il faut savoir que la première, c'est l'accouchement par voie basse, avec les lésions anatomiques qu'il induit, et ces neuropathies d'étirement avec des efforts de poussée non contrôlés. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Là aussi, c'est quelque chose de fondamental et je crois qu'en pharmacie, il faut savoir y penser, suggérer un petit peu et être alerté par ces signes. Les signes d'alarme qui sont très consensuels, c'est la présence de sang dans les selles. Alors, ce n'est pas toujours quelque chose de grave, mais en tout cas, c'est un signe qui doit faire réaliser des examens. Une modification récente et inexpliquée du transit. Une patiente qui n'avait jamais été constipée et qui a brutalement une constipation sans avoir aucun facteur favorisant. Une perte de poids, une altération d'état général avec une fatigue inexpliquée, des douleurs abdominales avec un réveil nocturne. Tous les réveils nocturnes, d'orthographe, doivent alerter. L'échec des traitements habituels, là aussi, des modifications inexpliquées. Sur le plan biologique, l'association d'une constipation à une anémie ou un syndrome inflammatoire, et puis les antécédents familiaux de cancer colorectal, parce qu'il y a des règles en France sur les indications de la coloscopie. Donc, tous ces signes, ce n'est pas toujours facile, j'imagine, au comptoir, surtout si c'est un patient qu'on n'a jamais vu, qui vient pour la première fois, mais c'est plutôt des signes qu'il faudra rechercher lors de multiples venues du patient, et ça doit vous amener à lui poser quelques questions pour pouvoir l'orienter au mieux et avoir un rôle de soignant en collaboration avec les médecins et les infirmiers éventuels qui s'occupent de ces patients. Alors, est-ce qu'il y a des avancées pour le traitement de la constipation? Vous savez qu'on parle beaucoup des probiotiques, vous le savez sûrement mieux que moi. Dans la constipation, il n'y a pas d'indication pour les traitements à base de probiotiques, parce que la dysbiose n'est pas si franche. En fait, on a plutôt le sentiment que les signes fonctionnels de ballonnement sont dus à la fermentation de sels qui ne sont pas évacués. Et ces ballonnements et ces douleurs, cet inconfort, va disparaître lorsqu'on rétablira un transit normal. En effet, c'est un peu compliqué d'imaginer que de rajouter des bactéries en quantité très importante, comme c'est le cas lorsqu'on prescrit des probiotiques, va améliorer les symptômes. Ça peut même aggraver, puisqu'on va rajouter des bactéries dans un tube digestif qui n'est pas évacué correctement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des recommandations? Alors oui, nous avons publié avec la Société nationale française de coloproctologie des recommandations françaises pour le traitement de la constipation. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur des laxatifs. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a toujours un tabou autour de la prise de laxatifs qui sont souvent considérés comme des non-médicaments, alors qu'en réalité, la constipation chronique est un vrai trouble. On le voit, c'est un trouble avec parfois un rationnel anatomique, fonctionnel et puis des neuropathies associées, qui a un vrai retentissement sur la qualité de vie. Et donc, il faut absolument le traiter pour améliorer le quotidien, les symptômes et la qualité de vie des patients. En première intention, le plus souvent, en dehors des règles hygiéno-diététiques, on utilisera, et on va y revenir, des laxatifs qui vont permettre d'hydrater les selles ou de les lester en les lubrifiant pour faciliter l'évacuation. En deuxième intention, on va le voir également, on pourra proposer des laxatifs stimulants. Il n'y a pas de danger à utiliser les laxatifs stimulants. Alors, c'est de l'OTC, donc on met toujours certaines restrictions, mais vous êtes là pour accompagner les patients. Et simplement, certains d'entre eux ont un risque de tachyphylaxie avec la nécessité de consommer de plus en plus de doses de laxatifs. Mais en réalité, c'est souvent assez rare quand on discute avec les patients et qu'on leur explique les modalités de prise des traitements.
Dans tous les cas, il faut vraiment accepter la maladie. Il faut que les patients comprennent que la constipation, c'est un symptôme et un trouble qui va durer dans le temps. Et il faut vraiment insister sur l'intérêt et les bénéfices de la prise en charge au long cours. La prise en charge doit tenir compte de l'échelle de Bristol que vous voyez apparaître ici. C'est une échelle de qualité des selles qui est sûrement l'outil le plus important lorsqu'on parle de constipation. Il faut comprendre que la qualité des selles va refléter le trouble. On l'a vu tout à l'heure, hein, si on a des petites selles comme ça, j'ai la version un peu plus grande de l'échelle de Bristol, cela signifie que les selles ne sont pas assez hydratées. En revanche, si un patient se plaint de constipation mais décrit des selles molles, c'est qu'il y a un problème sur la quantité ou sur le choix du laxatif. Donc, si les selles ont une consistance normale, il ne faudra pas les hydrater. Donc, les macrogoles n'ont pas de sens parce que ça va induire des selles liquides qui vont souvent avoir pour effet de faire arrêter le traitement par le patient. Un lubrifiant ou un laxatif de lest peut être utile. Si les selles sont dures et petites, il faut agir sur la consistance et plutôt utiliser des laxatifs de lest qui vont permettre d'obtenir un volume suffisant qui va favoriser l'évacuation par le rectum et le canal anal. Dans tous les cas, encore une fois, des messages clés, il ne faut pas banaliser la constipation et ne pas diaboliser ou avoir peur des laxatifs. Donc cette échelle est très importante, encore une fois. Les selles idéales sont des selles de type 3 ou 4 sur l'échelle de Bristol. Les selles de type 1 et 2 témoignent d'un défaut d'hydratation des selles et donc d'une constipation plutôt de transit. Les types 5, 6 et 7 sont en faveur d'un excès de laxatif, notamment de laxatif osmotique, mais peuvent parfois aussi être associés à la présence d'un fécalum avec ce qu'on appelle la fausse diarrhée déconstipée. Donc, si on reprend les recommandations, les règles hygiéno-diététiques sont importantes. Il faut souvent arrêter les médicaments qui constipent. Ils sont nombreux, mais ce n'est pas toujours possible. Il faut expliquer aux patients qu'il faut se présenter régulièrement aux toilettes dans de bonnes conditions et en position défécatoire idéale, c'est-à-dire le plus souvent avec les jambes surélevées, en tout cas en position, on va dire, accroupie. Ça, c'est important. Souvent, les patients ne prennent pas le temps d'aller aux toilettes ou n'y vont pas sur leur lieu de travail parce que ça reste tabou et gênant. Il faut vraiment essayer de travailler là-dessus, ce qui est un petit peu difficile et je peut-être plus difficile aussi en pharmacie d'officine. L'apport en fibres est important, mais néanmoins, comme pour les laxatifs de lest qui sont les mucilages, si la qualité des selles est correcte, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser les fibres qui peuvent par ailleurs, chez les patients qui ont des douleurs abdominales, induire un inconfort digestif. Les eaux riches en magnésium ont un vrai intérêt. Il y a un vrai essai randomisé contre une eau non riche en magnésium qui avait démontré une efficacité significative dans le traitement de la constipation. Et l'activité physique régulière, même s'il n'y a pas de niveau de preuve suffisant, est à conseiller aux patients. Et c'est ce qu'on constate en pratique. Quand les patients reprennent une activité physique simple comme la marche, par exemple, leur transit est amélioré. Ces règles suffisent parfois, mais pas toujours. Et ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de patients qui nous rapportent que les règles hygiéno-diététiques ne sont pas efficaces chez eux. Dans ces cas-là, en première intention, on utilise, on l'a vu, donc des laxatifs de lest ou osmotiques. Et sinon, on peut associer les deux. Tout ça sera basé sur la qualité des selles. C'est ce qu'on fait en consultation. On montre l'échelle de Bristol aux patients et on leur explique qu'ils vont adapter le laxatif et la quantité du laxatif prescrit ou de l'association de laxatifs prescrits à la qualité des selles. En cas de constipation distale, on peut d'emblée utiliser en première intention des laxatifs par voie basse. Il s'agit des suppositoires et ou des micro-lavements. Et là encore, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a un message erroné qui circule depuis des années. On peut utiliser au long cours des laxatifs par voie basse. Il n'y a pas de risque. Les patients l'utilisent souvent en s'excusant de le faire. C'est très important. Ça l'est d'autant plus chez les patients neurologiques, chez lesquels c'est souvent la seule mesure efficace. En deuxième intention, en cas d'échec, d'intolérance, ou si on veut associer un troisième médicament, parce qu'on peut tout associer, on peut utiliser des laxatifs lubrifiants
ou les laxatifs stimulants. L'autre possibilité, c'est l'utilisation du précalopride, qui est un traitement efficace. Néanmoins, son coût en a souvent limité l'utilisation. Et puis, d'autres alternatives sont possibles. La rééducation par biofeedback, les irrigations transanales, des techniques de stimulation, des thérapies non conventionnelles à la prise en charge chirurgicale, mais ce qui vous concerne vraisemblablement un petit peu moins. Donc, en pratique, si on reprend ces points, les règles hygiéno-diététiques, on l'a vu, il faut arrêter les médicaments constipants quand on peut, bien entendu. Les habitudes d'exonération sont vraiment importantes. On se rend compte en consultation, alors c'est sûrement plus facile en consultation médicale qu'au comptoir, mais expliquer qu'il faut vraiment se présenter régulièrement aux toilettes dans le calme et avoir une position idéale et ne pas hésiter à proposer aux patients d'acheter des petits tabourets pour surélever les pieds du sol. On l'a vu, l'augmentation de l'apport en fibres va vraiment dépendre de la qualité des selles et de la présence ou non de douleurs abdominales associées. Les patients constipés n'ont pas toujours de douleurs abdominales, loin de là. En revanche, lorsqu'il y a des douleurs associées, il faut faire attention à l'apport en fibres. Il faut toujours essayer d'anticiper les effets secondaires pour que le patient soit compliant au traitement. Et s'il n'y a pas de preuve, on l'a dit, pour recommander une augmentation des apports hydriques, il faut boire suffisamment. Il y a un niveau de preuve suffisant pour proposer des eaux qui sont riches en minéraux, mais surtout riches en magnésium. Et on l'a dit, l'activité physique régulière est importante sans que ce soit un niveau de preuve très élevé. Les laxatifs de première intention sont les laxatifs osmotiques et les laxatifs de l'Est, qui peuvent être tous les deux utilisés chez la femme enceinte. Dans tous les cas, ce sont des laxatifs qui sont bien tolérés. Il faut faire un petit peu attention aux lactuloses dans les laxatifs osmotiques parce que c'est un laxatif sucré qui favorise parfois un petit peu la fermentation. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs, le lactulose, dans les tests de type SIBO, qui sont des recherches de fermentation intestinale. Et les laxatifs de l'Est ont pour objectif d'améliorer la qualité des selles en termes de volume. Souvent, l'association des deux est intéressante. En deuxième intention, on peut utiliser les laxatifs lubrifiants, seuls ou avec parfois des formulations qui associent des laxatifs osmotiques. Il faut faire attention chez les personnes âgées au risque de fausse route à cause de l'huile de paraffine qui est contenue et faire très attention. Chez les patients neurologiques, ce n'est pas toujours une bonne idée parce qu'il y a souvent des petits troubles de la continence et il peut y avoir des suintements. Et puis, c'est un laxatif qui est intéressant en cas de douleur anale en proctologie parce que ces laxatifs vont lubrifier le bol fécal et éviter la douleur au moment du passage des selles. Les laxatifs stimulants sont souvent proposés en courte durée, en recours s'il n'y a pas de selle pendant plusieurs jours. On sait qu'en réalité, ils peuvent être utilisés au long cours. Il y a des équipes de sécurité qui ont montré qu'il n'y avait pas d'effets secondaires au long cours. Pour certains, comme le bisacodyl, il y a un risque de tachyphylaxie, mais ce n'est pas le cas de tous les laxatifs stimulants. Il faut simplement faire attention aux troubles du comportement de type anorexie mentale qui peuvent être associés à la consommation de laxatifs, mais c'est quand même assez rare. Et les effets indésirables des laxatifs stimulants sont en réalité faibles. Ils sont surtout représentés par la diarrhée. Et il n'y a pas d'effet indésirable grave au long cours. Donc, il faut vraiment, et ça fait un moment qu'on essaie dans les différentes sociétés savantes françaises ou internationales de rappeler que les laxatifs stimulants n'ont pas d'effets secondaires qui peuvent justifier qu'on ait tant de précautions à les utiliser. Dans les autres laxatifs, on a parlé du précalopride, qui est également à proposer en deuxième intention, avec une limite concernant son coût, mais une efficacité en agissant sur les récepteurs au niveau péristaltique, enfin, qui stimule le réflexe péristaltique. Les suppositoires de tartrate de potassium peuvent être utilisés en première intention dans la constipation distale, et on sait que l'utilisation de ces suppositoires a une rééducation, un effet synergique et durable dans le temps. Encore une fois, il ne faut pas dire aux patients d'arrêter les suppositoires rapidement. On peut les utiliser au long cours quand ils sont bien tolérés, peu importe le type de suppositoire qui sera utilisé. C'est la même chose pour les micro-lavements. Il ne faut pas avoir de retenue sans raison scientifique ou médicale chez un patient. On a dit que les probiotiques n'avaient pas de bénéfices, ils ne sont pas recommandés dans la constipation. Les irrigations transanales, qui correspondent à ce que vous voyez ici à l'image, qui est un système de lavement étanche à l'eau, est indiqué en cas de constipation et ou d'incontinence chez les patients
neurologiques, mais également chez les patients qui n'ont pas de maladie neurologique chronique. L'indication doit être posée pour la première fois par un gastro-entérologue ou un chirurgien digestif ou un gastro ou chirurgien digestif pédiatre. Mais le renouvellement peut ensuite se faire de manière beaucoup plus simple. Ce n'est pas quelque chose qui, je pense, vous concerne directement au comptoir. Mais vous pouvez en entendre parler, bien entendu. Un mot sur la rééducation anorectale, qui est en réalité une rééducation abdominopérinaire. On doit apprendre aux patients à pousser correctement avec sa paroi abdominale et relâcher de manière coordonnée le périnée pour évacuer les selles. Il y a des facteurs prédictifs de bonne réponse, la qualité des selles dures, des pressions de repos élevées, un temps d'expulsion du ballonnet long. Il faut surtout que le patient soit motivé, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en cas de troubles psychologiques, de troubles alimentaires, de dépression ou d'anxiété, on est souvent en échec de ce type de traitement, surtout chez les patientes aux antécédents d'abus sexuels. Je passe rapidement sur la toxine botulinique. Il y a quelques essais thérapeutiques, ce n'est pas recommandé. Dans le cadre de la constipation, il s'agit d'injections au niveau du sphincter, des sphincters anaux. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de place, en tout cas pas de place clairement identifiée. Il faut que vous sachiez qu'il y a d'autres alternatives, certains types de neuromodulation, soit implantés au niveau des racines sacrées, c'est assez rare, c'est vraiment cas par cas. Et puis, une technique qui est plus intéressante, qui est une technique à base de stimulation abdominale transcutanée, qui par courant interférentiel, qui est en cours d'évaluation, avec des premiers essais ouverts qui étaient très positifs et un essai randomisé dont on aura les résultats dans les mois qui viennent. Il faut savoir aussi que les thérapies complémentaires ou alternatives, le yoga, la sophrologie, l'hypnose, ont de vrais effets rapportés dans la littérature médicale. La prise en charge psychologique est importante, bien entendu, au cas par cas. Que ce soit en cas d'abus sexuel, certaines études disent que la constipation, surtout distale, peut être associée à des antécédents d'abus sexuels jusque dans 30% des cas, ce qui est assez important, mais c'est bien entendu pas une discussion qu'on peut avoir au comptoir en pharmacie. Et même si souvent les patients nous demandent une prise en charge chirurgicale et nous supplierait presque de leur enlever le côlon lorsque la constipation est sévère, elle est exceptionnelle. En tout cas, les chirurgies de résection colique totale ou partielle sont exceptionnelles en France. En revanche, on peut être amené à réaliser une chirurgie des troubles de la statique pelvienne, en cas de prolapsus par exemple, et puis une intervention qu'on appelle l'intervention de Malone, qui est une sécostomie qui consiste à créer un petit orifice continent au niveau du cécum, permettant de faire des irrigations directement un jour sur deux par voie entérobure. Pour conclure, la constipation est un trouble fréquent qui est souvent insuffisamment considéré et trop banalisé. On l'a vu dans la constipation idiopathique, il y a deux mécanismes qui sont souvent associés entre eux, la constipation de transit et la constipation distale. Il faut vraiment ne pas perdre de vue que la constipation peut révéler une maladie organique. Et pour ça, il y a ces red flags, ces signes d'alarme qui sont importants. Il faut vraiment adapter le choix du laxatif au type de sel et au mécanisme. Et en quelques questions, et grâce à l'échelle de Bristol que vous pouvez largement utiliser en pharmacie, on peut adapter le traitement et vraiment aider beaucoup mieux le patient. Et puis, il ne faut pas hésiter à associer plusieurs laxatifs parce que souvent, ce sont des mécanismes d'action qui vont s'associer et permettre une prise en charge optimale des patients. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je suis Véronique Vitton, je suis gastro-entérologue. On a un quoi qu'il faut. Je ne pense pas qu'on ait le temps de repartir pour même si c'était passionnant, pour une visio de cette interview. On a vu que c'était très très riche, dans plein de messages. Dommage qu'elle ne soit pas là en direct, parce que vraiment pour la remercier. En tout cas, ça corrobore ce qu'on disait en préambule, et c'est ce qu'elle a dit, c'est le professeur Vidon a dit tout de suite, la constipation, c'est quelque chose qui est banalisé, mais qui n'est pas banal, et qui a un réel impact sur la qualité de vie. Donc, maintenant, on va pouvoir du coup débriefer sur le résultat du questionnaire, aussi bien sur le petit quiz que sur
l'enquête qui a été menée par la SFSPO. Donc, Arnaud, si tu peux passer la slide suivante. Donc, c'est une enquête, tu as été un peu vite, celle d'avant, oui, voilà. Juste pour très bien. replanter le décor, voilà. C'est une enquête qui a été menée par la SFSPO sur la prise en charge de la constipation au comptoir le 17 juin 2021 et pour laquelle nous avons eu 809 réponses, ce qui finalement est assez correct en taux de réponse, parce que là encore, quand on s'engage au niveau de la SFSPO sur certaines thématiques, l'idée c'est de répondre à un besoin de la profession et des équipes officinales, parce que si ça n'a pas de valeur ajoutée, ça ne sert à rien de s'engager là-dedans. Alors, slide suivante. Donc, si tu peux me la passer, Arnaud. Elle arrive. Voilà. Donc, sur les réponses qu'on a eues à la première question, qui était dans la population générale, quel est le Voilà, tu vas trop vite, je veux bien accélérer, mais non, quel non, est le non. pourcentage de patients atteints de constipation? Donc, vous voyez qu'on a eu à peu près 31% des répondants qui se situaient entre 10 à 20%, et on a eu la réponse par le professeur Vitton, c'était effectivement 10 à 20% de la population est concernée par cette pathologie. Et donc, 70% des confrères n'avaient pas la bonne réponse. À la question, d'après vous, combien existe-t-il de types de constipation? Eh bien, là encore, seuls pratiquement 33% ont répondu non pas correctement en fait, hein, puisque Arnaud, tu nous donneras la réponse tout à l'heure en confrontant avec le direct. Et là aussi, on a eu la réponse dans la vidéo. Et puis, à la question « Utilisez-vous l'échelle de Bristol ?» Alors, c'est vrai qu'on avait rajouté « Sinon, pourquoi ?» Alors, non à 94%, parce que, a priori, compliqué d'utiliser au comptoir. Donc, on posera la question au docteur Vitton pour savoir si elle a des clés pour nous aider à utiliser cette échelle de Bristol au comptoir pour échanger avec le patient. Et je crois qu'on avait, diapositive suivante. Non, c'est les profils. Non, c'était le profil des patients, mais je crois qu'on avait rajouté dans l'enquête SFSPO, on demandait également s'ils connaissaient l'échelle de Bristol, et bien évidemment, dans la majorité des cas, cet outil n'était pas connu de l'équipe officinale. Alors, est-ce que, Arnaud, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous donner les résultats de notre enquête flash, là, en direct? Alors, est-ce qu'on peut les avoir qui s'affichent? Impeccable. Donc, à la première question sur le pourcentage de patients atteints de constipation, entre moins de 5, donc 0 réponse, entre 5 et 10, 0, entre 10 et 20%, 29% de bonnes réponses, et entre 20 et 30%, malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. Mais c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on n'est pas loin des 30% de l'enquête sur qu'on a eu Tout à fait. à la Et SFSPO. c'est assez amusant parce que les chiffres se confrontent bien avec les résultats de l'enquête nationale qui avait été menée. Et on va tout de suite voir sur la deuxième question ce qu'il en est également. Et c'est assez amusant parce que ça reflète exactement l'enquête aussi. Vous êtes 14% à avoir eu la bonne réponse, c'est qu'il existe 2 types de constipation, et 43% à avoir répondu 3 types de constipation. Et c'est ce qui était ressorti également de l'enquête au niveau national. Et alors, peut-être pour rebondir sur cette question, c'est intéressant puisque donc maintenant on sait qu'il y a une constipation dite de transit ou une constipation distale. Ça va aussi forcément changer notre façon d'aborder les choses puisqu'on était plus, nous, dans le questionnement. En tout cas, ce qu'on fait nous à l'officine, c'était plutôt sur la durée de la constipation, depuis combien de temps ça arrive, et que très sincèrement, on ne questionnait pas forcément les patients sur la qualité des selles et on était plutôt axé sur la durée. Donc, je pense que ça va aussi nous permettre de réorienter le questionnement, cet atelier d'aujourd'hui et ce sondage finalement. Oui, tu as tout à fait raison, Béatrice, et on le verra dans les cas de comptoir. Effectivement, ça va nous permettre de réorienter un peu nos questions lorsque un patient va se présenter pour une constipation.
Troisième question, est-ce que vous utilisez-vous l'échelle de Bristol ou connaissez-vous l'échelle de Bristol? Donc la question était utilisez-vous? Donc il y a quand même 29% des personnes qui sont présentes qui utilisent l'échelle de Bristol et 71% qui ne l'utilisent pas. C'est un petit peu supérieur là de l'utilisation par rapport à ce qu'on avait en résultat, Béatrice, ou pas? Alors, nous, dans l'enquête, c'était utilisez-vous l'échelle de Bristol et à 94% non, parce que pour eux, ce n'était pas pratique au comptoir. Donc, et en fait, en termes de connaissances, c'était, je pense, ils ne connaissaient pas de manière un peu plus importante que ce qu'on a là, mais je ne vois pas les résultats de la troisième question. Je ne les ai Ouais, pas en… non, il y avait que ces trois questions qui étaient posées D'accord. au public, hein. On ne pouvait pas faire de questions ouvertes, donc on s'est axé sur ces trois questions avec ces types de réponses. Et donc, du coup, ce qui est assez amusant, c'est que pour débriefer ça, c'est que les résultats qu'on a eus avec le public corroborent quasiment avec ce qu'on avait eu au niveau national. Donc, c'est plutôt assez amusant. On va enchaîner maintenant, si on peut, voilà, enchaîner sur les 4 comptoirs. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu, on a fait un rappel sur les différents types de laxatifs en introduction, puis vraiment sur les recommandations qui sont très, très bien faites, qui ont été très bien expliquées par le professeur Vitton. On va voir comment on peut les appliquer, nous, pharmaciens d'officine, équipe officinale, au comptoir. Et on va prendre 3 cas classiques, j'ai envie de dire, qu'on rencontre très régulièrement. Et durant ces 4 comptoirs, on répondra aussi aux questions qui nous sont posées en live. Il y aura sûrement des réponses qu'on pourra apporter au fur et à mesure avec ces cas pratiques. Donc, le premier cas de comptoir, donc une jeune femme qu'on a appelée Anne, est constipée quand elle voyage. Alors, juste en préambule, les petites images, les illustrations graphiques ont été faites par un facilitateur graphique. Alors, je ne savais pas ce que c'était, j'ai découvert ça lors du board pluriprofessionnel. C'est une personne qui permet de mettre en image les échanges qui sont faits entre les différents professionnels de santé. Et lors du board pluripro, il y a une personne qui a illustré tous nos propos et de manière assez didactique. Et c'est pour ça que je vous les ai remis dans cette présentation, car ça permet bien de fixer les choses lors de cette présentation. Donc, pour revenir à notre jeune femme qui est constipée quand elle voyage. Donc, cette personne a en fait une constipation dite contextuelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle voyage, elle a le sentiment où elle est réellement constipée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour la soulager et la prendre en charge au comptoir? Donc, la première chose à faire, comme l'avait dit le professeur Vitton, c'est de procurer les bons conseils hygiéno-diététiques avant le voyage. Ça, c'est un fait. Alors, soit on peut lui imprimer, soit lui dire à l'oral et la faire co-signer, la prendre en charge vraiment. Ça, c'est fondamental. Après, il faut, et comme ça avait été justement rappelé, faire attention aux red flags. Les red flags, c'est quand est-ce qu'il faut que je redirige mon patient lorsque il y a un signe d'alerte. Alors là, on en a identifié plusieurs. Est-ce que ça fait plus de 2 semaines qu'elle est constipée? Est-ce qu'il y a eu une inefficacité des traitements précédents? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux, notamment de cancer dans la famille? Est-ce qu'il y a des douleurs très importantes? Ou est-ce qu'il y a tout simplement des sangs dans les selles? C'est souvent hémorroïdaire, mais c'est vraiment ça des signes d'alerte qu'on doit avoir à chaque fois qu'on rencontre un patient constipé au comptoir. Et donc, petit conseil, petite question qu'on peut lui poser également. Durant vos précédents voyages, est-ce que les traitements que vous avez pris étaient efficaces? Alors oui, non, suivant les réponses, on pourra adapter notre conseil. Et une autre question et un autre conseil qu'on peut lui donner, c'est plutôt avoir, et ça c'était le professeur Vitton qui nous l'a bien expliqué, peut-être avoir le réflexe de lui proposer des suppositoires. Parce qu'en fait, on n'a pas de sel incontrôlable qu'on peut avoir avec des laxatifs type stimulants qui sont beaucoup plus contraignants lors d'un voyage.
Et la question, c'est quand arrêter et quand réorienter, bien évidemment. Je regarde s'il y a des questions aussi en cours. Je répondrai aux questions peut-être après. Là, je vais présenter les 4 comptoirs et après, on prendra un temps pour répondre à vos questions avec Béatrice. Donc ça, c'était le premier cas de comptoir. Le deuxième que je voulais aborder avec vous, hop, il arrive, il est là, c'est une demande spontanée au comptoir d'une jeune femme qu'on a appelée Camille, qui vient au comptoir, qui a une quarantaine d'années et qui demande directement un laxatif stimulant type Bisacodyl. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas de lui dire, bah, tenez, merci, au revoir. C'est vraiment de la prendre en charge et de lui poser, de rentrer dans un dialogue. Hein, vraiment de rentrer dans un dialogue. Alors là, on s'est posé la question. Je pense que la première question à poser, c'est est-ce que c'est pour elle ou est-ce que c'est pour une autre personne? Parce que évidemment, si c'est pour une autre personne, il y a peu de risques à donner un laxatif stimulant. On peut bien évidemment rappeler les règles hygiéno-diététiques et ça, je pense que ça doit être une chose qu'on doit faire de manière quasi systématique. Donc, si c'est pour elle, après, rentrer un peu plus profondément dans la discussion, lui demander si elle en prend régulièrement. Et là, on va voir tout de suite si la patiente veut rentrer dans la discussion ou pas, parce qu'il est possible qu'elle veuille ça et que la discussion soit totalement fermée. Dans ces cas-là, on peut lui glisser ou lui dire attention, il y a certains signes d'alerte qu'il faut avoir. Quand vous avez ce genre de choses, peut-être revenir en discuter au comptoir ou aller directement, si elle n'est pas à l'aise au comptoir, en parler avec votre médecin. Et si elle veut en parler, on peut aller encore un peu plus profondément dans la discussion. Donc, pourquoi elle veut ce traitement? Pourquoi elle est attachée à ce médicament-là? Et si on estime, après toute cette discussion, peut-être lui proposer autre chose, la réorienter sur d'autres laxatifs qui sont de première intention, comme avait été dit le professeur Vitton. Donc ça, c'était le deuxième cas de comptoir que je voulais partager avec vous. Et le troisième, que vous avez tous rencontré également, c'est une personne âgée constipée depuis 10 jours et qui prend de multiples traitements, 5, 6, voire 10 traitements. Et donc là, on va répondre à une question qui avait été posée sur le chat, c'est quels sont les traitements connexes? C'est-à-dire, il faut déjà qu'on arrive à identifier les traitements qui sont constipants sur son ordonnance. Et là, l'idée, c'est peut-être de lui proposer un bilan de médication. Hein. Donc, les traitements qui peuvent être constipants, ça peut être les opioïdes, les anticholinergiques, les neuroleptiques. Et dans ce cas-là, faire le point avec lui et là, ne pas hésiter à le réorienter vers le médecin si nécessaire, si la constipation est trop gênante, trop prégnante, et à voir s'il ne faut pas associer d'autres laxatifs. Il faut également lui parler, vu son âge un petit peu avancé, du dépistage du cancer colorectal. Ça peut être aussi une des thématiques qu'on peut aborder avec lui. Et aussi le questionner sur son type de vie, l'orienter à faire un petit peu d'effort physique, léger, mais on a vu que l'effort physique peut être aussi une des prises en charge de la constipation. Et évidemment, comme à chaque fois, lui rappeler les règles hygiéno-diététiques. Donc maintenant, après ces 3 cas de comptoir, je pense qu'on peut peut-être répondre, je vais prendre connaissance des questions qu'il y a dans le chat avec Béatrice. Si tu veux répondre également, s'il y en a qu'on peut répondre. Il y a une question effectivement sur l'utilisation de l'échelle de Bristol, mais peut-être qu'on pourra y répondre ou en discuter une fois qu'on aura posé la question, puisque ça fait partie d'une question qu'on va poser au docteur Vitton tout à l'heure et réagir justement sur sa réponse. Donc celle-ci, on peut se la mettre sous le coude. Et puis, il y en a une autre à laquelle je ne sais pas répondre, puisque c'est le docteur Vitton qui en a parlé. Quelqu'un dit effectivement qu'elle a évoqué dans les causes de constipation l'abus sexuel. Par quel mécanisme? Sincèrement, je ne sais pas. Elle serait là, elle sera à même de répondre, mais je crois qu'elle a précisé que voilà, c'était des cas particuliers et que là, je pense que ça dépasse le cadre de l'officine et ça rejoint un petit peu ce que la question sur l'utilisation de l'échelle de Bristol sur la confidentialité. Ça, c'est un vrai autre sujet, on va dire.
Oui, puis la question, on y a répondu sur les médicaments constipants. Oui. Donc là, c'est les trois classes que j'ai évoquées, hein, les opioïdes, les anticholinergiques et les neuroleptiques qui sont des constipants. Donc il faut Alors, voir. Ouais. ouais. Après, il y a une question sur, effectivement, un diabétique constipé peut-il arrêter son traitement qu'il considère constipant? C'est toujours embêtant de conseiller à un patient qui a un traitement indispensable, hein. Quand on a un traitement pour le diabète, a priori, c'est quand même un traitement indispensable. Donc, l'arrêt total, est-ce que c'est la solution tout de suite? Peut-être pas. Il faut peut-être adapter la posologie et puis refaire le point avec le médecin. Et si effectivement l'effet est très gênant au quotidien, soit conseiller un traitement contre la constipation ou revoir avec le médecin si le traitement qui constipe, le traitement antidiabétique qui constipe peut être remplacé par autre chose. Mais voilà, conseiller d'emblée l'arrêt du traitement à un patient, c'est, bon, sauf si c'est un traitement entre guillemets de confort, hein, je dis ça comme ça, mais c'est toujours embêtant, surtout sans en avoir discuté avec le médecin qui a prescrit le traitement. OK. Donc je pense qu'on a répondu aux Oui, questions. oui, Toutes il y en les a questions. d'autres de toutes les façons. Oui, on répondra peut-être à la fin. On va là. Alors, après, effectivement, il y a une remarque plutôt qu'une question. Et là, le professeur Vitton a insisté là-dessus aussi. Pensez toujours, mais ça, je crois que c'est un réflexe que nous avons au Conseil hygiéno-diététique, puisque ça commence par là. Et on se rend compte que parfois, effectivement, les patients font des erreurs de diététique en croyant bien faire, et que c'est assez simple finalement de pouvoir corriger le tir relativement rapidement. Et rien ne nous empêche de remettre une petite fiche avec une liste d'aliments qui améliorent la prise en charge de la constipation. Alors, on peut passer à la diapositive suivante puisqu'on a fait le tour là, des questions. Donc on va attaquer le. Oui, dis-moi. Oui, on va effectivement la suite, Arnaud, c'est que tu vas nous parler des outils parce qu'il en existe et on insiste hein, sur cette fameuse échelle de Bristol qui est un outil qui va nous permettre d'améliorer cette prise en charge à l'officine, mais tu nous en as suggéré d'autres, donc je te laisse reprendre la main là-dessus. Oui, merci. C'est vrai que du coup, on arrive à la dernière partie de notre présentation et c'est comment est-ce qu'on peut améliorer en fait la prise en charge et quels sont les outils qui sont à disposition actuellement. Et peut-être vous poser la question, quels seraient ceux qu'on pourrait développer aussi également pour encore améliorer cette prise en charge. Alors, pour revenir à notre facilitateur graphique, il nous a fait ce petit dessin qui est quand même assez représentatif de ce qui existe à l'heure actuelle pour améliorer la prise en charge. Et vraiment, là, on est dans une démarche qualité à l'officine, c'est-à-dire harmoniser le conseil de l'équipe officinale, hein, que ce soit des pharmaciens, des préparateurs, dans le cadre d'une prise en charge du patient. Donc, une des idées, c'était déjà de travailler le relationnel avec le patient, c'est-à-dire de faire des petits jeux de rôle dans l'équipe lorsqu'on prend des temps de formation intra-équipe, où il y a une personne de l'équipe qui jouerait le rôle du patient et de voir ce qui se passe, quelles sont les réponses et d'améliorer en fait l'arbre décisionnel et le conseil au niveau de l'équipe et identifier les idées reçues. Et on reparlera des idées reçues un peu plus tard. L'idée aussi, peut être de travailler en collaboration. Alors ça, on y reviendra également dans un exercice coordonné au sein de différentes structures, que ça peut être au niveau des CPTS, des maisons de santé et consorts, et vraiment de travailler main dans la main avec les autres professionnels de santé, que ce soit les infirmiers, infirmières, médecins généralistes, voire gastro-entérologues, pour avoir une harmonie de discours et des fois des remis, que ce soit au niveau des règles hygiéno-diététiques. Alors aussi, on peut travailler avec des diététiciens
dans ce groupe de travail pluriprofessionnel et vraiment avoir des remis. Donc, ce que je disais, ce que disait Béatrice, au niveau de la diététique, mais aussi au niveau des signes d'alerte, quand est-ce que le patient peut être aussi acteur, de savoir quand est-ce qu'il doit aller consulter, quand il y a des risques pour sa santé. On pouvait aussi, et ça, on laissera la parole au professeur Viton par la suite, vraiment insister, et je pense que c'est le socle vraiment de la prise en charge à l'officine sur cette échelle de Bristol. Elle va nous en parler encore un petit peu plus dans le slide suivante. Vraiment, je pense que ça doit être notre outil de base pour pouvoir améliorer la prise en charge des patients, se familiariser avec cette échelle et vraiment ne pas avoir peur de la présenter au comptoir. Vraiment, c'est un outil simple, efficace et assez rapide pour savoir où en est le patient. Donc, je pense que vraiment, on a tous à y gagner à l'utiliser. On peut aussi utiliser, et ça, ce qui a été fait, on va le voir par la suite, des affiches en officine, et notamment le mois de la constipation. Alors, le mois de la constipation, je vais l'attaquer tout de suite par le mois de la constipation, et après, on reviendra sur l'échelle de Bristol. Le mois de la constipation, ça a été fait par le quotidien du pharmacien cette année, en juin, et avec le soutien d'Ipsen et de la Société française de coloprocto. Et en fait, l'idée, c'était de battre en brèche les idées reçues qu'il y avait sur la constipation. Et c'était très bien fait, parce qu'en fait, on reprenait 5 idées reçues de la constipation et on démontrait le fait que c'était faux. Notamment, la première, c'est on a toujours l'idée que moins de 3 selles par semaine, ça veut dire une constipation. Eh bien, c'est faux. La référence, c'est le patient lui-même et c'est le patient. Le patient sont tous différents et c'est lui qui pourra déterminer, avec notre concours évidemment, s'il est constipé ou non. Le deuxième, vous l'avez tous compris, c'est pas qu'une simple histoire de transit ralenti, la constipation. Il y a 2 types de constipation. La constipation effectivement de transit, mais aussi la constipation distale, hein, qui est vraiment à avoir dans un coin de sa tête lorsqu'on a un patient constipé en face de nous à l'officine. Le troisième point, c'est les selles liquides. Les selles liquides ne veut pas dire que le patient est constipé. Et bien, ça peut être faux, ça peut être une fausse diarrhée. Il faut vraiment en avoir aussi conscience, hein, l'avoir à un coin de sa tête. Ça peut être vraiment une constipation, que les selles ne sont pas évacuées de bonne manière. Et donc, on a une fausse diarrhée et derrière une constipation sous-jacente. Le quatrième point, c'était les conseils systématiques fibres et eau. Et effectivement, ça, c'est aussi une idée qu'on a, mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas, hein. Il faut vraiment l'avoir en tête et le professeur Viton l'a expliqué très bien dans sa présentation. Et en fait, le dernier, c'est lorsqu'on a une crise hémorroïde ou des hémorroïdes, on n'utilise pas n'importe quel laxatif. Il y a des laxatifs à privilégier, comme les laxatifs hydratants et les laxatifs lubrifiants. Donc, c'est vraiment une campagne sur la constipation qui a été très bien faite et je pense qu'elle sera reconduite l'année prochaine. Donc, dans les outils, le mois de la constipation peut être vraiment un moment privilégié pour faire une campagne au niveau de son officine. Et la pierre angulaire reste quand même l'utilisation au comptoir de l'échelle de Bristol. Et pour nous en dire un peu plus, je vais passer la main au professeur Viton, qu'on a préenregistré sur ce sujet et qui va vous donner son point de vue. Marie-Hélène, si tu veux lancer, impeccable. C'est vrai que c'est difficile. Alors, bon, évidemment, je n'ai pas de tableau Excel, elle est sur mon bureau en permanence. Et je crois qu'il faut, enfin, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter d'avoir des tabous, mais il ne faut pas en avoir parce que c'est toujours pareil. On l'a bien démontré dans certaines études. Lorsque les soignants sont gênés, ça gêne encore plus les malades. Donc, il ne faut pas être gêné. Il faut soit la voir au comptoir, la présenter sans l'attendre, évidemment, et avec tous les clients derrière qui voient ce qu'on présente. Ou peut-être poser simplement la question en disant, vous savez, le choix d'un laxatif, ça va peut-être dépendre de la qualité des selles, mais je pense que c'est pire d'en parler à haute voix dans une pharmacie et de demander si les selles sont dures ou molles ou grosses ou je ne sais quoi, que de glisser sur un comptoir une plaquette. Alors, je n'ai pas de conseil idéal et puis je pense que chacun a ses pratiques dans sa pharmacie. Ça doit dépendre du moment, si la pharmacie est pleine ou s'il n'y a personne dans la pharmacie.
Je n'ai pas d'idée. Alors peut-être qu'il faut un petit dépliant, quelque chose qu'on peut montrer comme ça. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est la base. Soit en montrant des images, ou en faisant des t-shirts peut-être avec des logos, soit de poser peut-être la question sur la qualité des sels directement. Je ne sais pas, et ça peut-être que les pharmaciens pourront mieux nous dire directement ce qui leur paraît le mieux. Merci Marie-Hélène d'avoir lancé ça. Donc voilà, hein, c'est des idées ou des petites clés pour pouvoir l'utiliser. Alors on arrive bientôt au terme de cette session et quand même on a encore une dernière question pour le professeur Viton. On voulait lui poser la question de savoir un petit peu ce qu'elle attendait finalement des pharmaciens sur cette prise en charge et notamment cette prise en charge en médication officinale. Donc voilà ce qu'elle peut nous en dire. En prévention, on a envie effectivement que peut-être d'emblée que les pharmaciens essaient tout de suite de voir si ça a l'air grave ou pas, évidemment, mais ça, on peut s'en rendre compte assez facilement si on voit une jeune femme ou une femme plutôt d'âge mûr, mais qui dit tiens, je suis un petit peu constipée, je cherche un conseil, c'est essayer tout de suite de proposer l'échelle de Bristol, de poser quelques questions sur les habitudes alimentaires, les habitudes de vie, et soit simplement proposer des règles hygiéno-diététiques, ou de proposer, parce que je pense que c'est un peu difficile de faire autrement en pharmacie, un laxatif de première intention, avec toujours vraiment cette idée de montrer l'échelle de Bristol et de s'en servir. Les signes d'alarme peuvent être cherchés d'emblée, hein. On peut toujours demander s'il y a du sang ou s'il y a d'autres symptômes associés, sans forcément parler de sang, mais demander s'il y a une perte de poids associée ou s'il y a une préoccupation concernant d'autres symptômes. Et puis, dans le suivi, ce qui nous pose parfois souci, c'est qu'il y a tellement de pertes de sens scientifique autour de la constipation qui, encore une fois, est trop banalisée, que tout le monde veut donner son avis assez rapidement et peut-être un peu trop vite. Et on a envie que le pharmacien aille dans notre sens, alors pas du tout pour dire qu'on a la vérité et que le pharmacien va vouloir faire la sienne, mais c'est que si on propose un traitement, peut-être de l'expliquer un peu plus aux patients, de ne pas hésiter à nous appeler s'il y a le moindre doute. Mais c'est vrai qu'on a parfois des contradictions parce que le patient ne sait pas très bien se positionner ou choisir entre son médecin et son pharmacien préféré. Et parfois, on est un peu contrarié lorsqu'on fait une prescription, que le pharmacien dit bah non, il ne faut surtout pas faire ça, on ne comprend pas très bien. Et ça, c'est vraiment contre-productif parce que ça perturbe les patients qui perdent un peu confiance dans les soignants que nous sommes tous. Donc, je crois qu'il faut peut-être réexpliquer l'ordonnance, et s'il y a un doute, on peut toujours se tromper, ou nous, en consultation, avoir mal évalué le patient, discuter. Et surtout, j'espère avoir fait passer ce message-là de surtout pas faire peur aux patients concernant les laxatifs stimulants et les laxatifs par voie basse, hein, les suppositoires et les micro-lavements, parce qu'il y a énormément de tabous de la part de certains pharmaciens autour de ça, sans qu'on ait de véritables raisons. Alors peut-être que certains pharmaciens ont des mauvais retours d'expérience, mais je crois qu'il ne faut pas suivre ces convictions si elles ne sont pas basées sur des raisonnements scientifiques en tout cas. Arnaud, peut-être une remarque, et puis je vois qu'il n'y a plus de questions, donc avant de conclure cette session. Alors, j'étais plutôt dans la technique là, mais Oui. je reviens. Oui. Attends. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses et je crois que, voilà, elle, en tout cas, voulait faire passer un message clé, hein, et je pense qu'effectivement, on nous a tellement alertés sur les laxatifs stimulants, il va falloir changer un peu le prisme de cette approche parce que ça peut effectivement être de bons outils et il ne faut pas hésiter à avoir recours à cette classe de médicaments en l'absence de contre-indication, bien évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Après, je pense que dans les gros messages à retenir, voilà, la constipation, c'est quelque chose qui est banalisé, mais qui n'est pas banal, que ça a un réel impact sur la qualité de vie. Et tu l'as dit dans la présentation des outils, Arnaud, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir, c'est que la référence, c'est le patient lui-même. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'obliger à questionner les patients, à utiliser, alors à nous de trouver le truc, cet outil
qui finalement va sûrement changer l'approche de cette prise en charge. Alors, effectivement, quelqu'un dans les remarques a parlé de confidentialité, et j'ai envie de dire, quand une femme arrive à l'officine avec un problème d'infection vaginale, ça ne nous pose pas de problème de la questionner. Et donc, je ne vois pas pourquoi on se met des freins sur le questionnement par rapport à la constipation. Je crois qu'il faut vraiment aller dans cette direction. Et pour compléter ton propos, et ce qu'il faut retenir également, c'est que vraiment ce sujet de la constipation est vraiment une thématique qui s'inscrit totalement dans l'exercice coordonné, l'exercice pluripro, où là vraiment on a vraiment tout un champ de travail avec diététiciens, médecins généralistes, gastro-entérologues, et ça s'inscrit parfaitement dans les CPTS. Hein. Il y a une session sur les CPTS au préalable, et dans la pratique quotidienne et pluripro. Donc vraiment, c'est un sujet, au départ, quand je m'étais lancé dedans, je ne pensais pas qu'il était aussi riche, et j'ai vraiment découvert tout un champ de travail passionnant, et on va poursuivre par la suite pour aller plus loin. Super, bah écoute, en tout cas, merci Arnaud d'avoir participé, et je finirai par cette diapo, hein. Peut-être que la morale de l'histoire de tout ça, c'est n'oubliez pas, si vous avez à un moment donné un frein, des retenues, la constipation, c'est comme la moustache, ça vous change le visage. Et donc, pensez à ces patients qui souffrent, voilà, et donc donnez-vous les moyens de pouvoir les soulager. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier. On a appris plein de choses encore une fois. Pour les plus motivés, à 13h15, on a un autre atelier sur une expérimentation réalisée par la SFSPO sur les patients sous anti-TNF-alpha, donc les maladies inflammatoires chroniques. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Ce sera passionnant, comme tout ce qu'on fait depuis le début de ce congrès. Et pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, très bon appétit. Merci, bonne Au journée. revoir à tous. Au revoir.